J'essaie de construire chacun de mes albums comme une sorte d'enquête. Alors je me présente, je m'appelle Margot Kinhauser, alias Mara. Je suis l'autrice de la série Spirit aux éditions Draco. La série Spirit est un polar fantastique en fait constitué de 4 tomes. C'est une série qui va suivre des personnages dits chasseurs de fantômes en fait dans un univers des années 30, dans le New York des années 30. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Yann et qui, entre guillemets, étudie les fantômes. C'est une sorte de naturaliste des fantômes. Et on va suivre ses aventures où il se fait entraîner dans une histoire de meurtre, où il va vite se rendre compte que c'est lié à une explosion qui a eu lieu 25 ans plus tôt au fin fond de la Sibérie. Une énorme explosion qui a réellement existé en 1908, l'explosion de Tunguska. Et on va voir que cette affaire de meurtre dans laquelle il se retrouve propulsé est liée à cette énorme explosion. Voilà. Alors, dans le 3e tome de Spirit, en fait, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé 25 ans plus tôt. On va revoir notamment le personnage qu'on voit assassiné dans le 1er tome, qui s'appelle Boris, qui est le mentor de Yann, le personnage principal. Donc on va retrouver Boris, mais aussi son associé, donc Arthur Arroway, qui est le personnage principal, enfin l'antagoniste principal, pardon, de la série. Donc en gros le grand méchant. Et en fait on va revenir sur ses origines, sur comment il en est arrivé à s'intéresser lui aussi aux fantômes, à devenir ce qu'il est devenu en fait. Et on va aussi retrouver un autre personnage, une jeune femme dans une université qui va être son élève et qui va développer une relation assez particulière avec lui, tout en aussi développant une relation particulière avec un autre étudiant qui est dans la même université, qui est une université fictive aux États-Unis, dans laquelle il y a un cursus spécialisé sur la spiritologie, donc l'étude des fantômes. C'est l'album de la série Spirit que j'ai préféré faire, parce que c'est vraiment mon album de cœur. Je dirais que c'est vraiment le cœur de la série autour duquel tout le reste des tomes s'est construit. C'est le premier qui m'est apparu en tête quand j'ai commencé à voir les idées de Spirit. Le premier personnage en réalité qui est apparu est Arthur Arroway, justement l'antagoniste. Et en fait, comme c'était le premier personnage, j'avais envie de développer autour de pourquoi est-il devenu si méchant en quelque sorte. Qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il était quand il était plus jeune. Et en fait, autour de lui, on commençait à graviter tous les autres personnages. Donc on peut vraiment imaginer ça comme une sorte d'escargot en fait avec le cœur. Donc le personnage d'Arthur Arroway, le grand antagoniste, et puis en fait ensuite autour les personnages qui gravitent autour de lui, pour arriver ensuite 25 ans plus tard à Yann et Nell et la fameuse explosion de Tunguska en 1908. Donc ça commence en à peu près 1906. L'album, le tome 3 de Spirit commence en 1906, et en fait toute l'histoire tourne jusqu'en 1931. Voilà. Pour faire un album dans la série de Spirit, d'abord, je vais commencer par écrire le scénario, qui va ensuite être relu par l'équipe éditoriale, évidemment. Une fois que j'ai le scénario, je vais commencer à faire le découpage. Et le découpage, je le fais de manière très dessinée tout de suite. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un storyboard écrit. Je vais pas marquer case 1, il va se passer ça, case 2, il va se passer ça. C'est qu'en fait, je vais un peu me dérouler le film de l'histoire dans ma tête et je vais dessiner des cases au hasard. Donc je vais faire des espèces de petites vignettes en fait qui correspondent à ce que je vois dans ma tête quand je me déroule le film, parce que c'est vraiment ça, c'est je me pose, j'imagine la scène, j'imagine mon histoire et en fait c'est un film. C'est vraiment un film, je vois des plans, ça se découpe vraiment comme un film au cinéma. Et donc du coup c'est comme des screen caps en fait, c'est comme des screenshots voilà que je vais commencer à dessiner, et après je vais les assembler sous forme de cases, enfin de cases et de pages. Et une fois que j'ai ça, je vais travailler sous forme de scène. Donc vraiment, je découpe tout scène par scène. Et après, j'estime à peu près le nombre de pages. En général, je tourne autour de 54 pages. Le tome 3 de Spirit fera 58 pages, exceptionnellement. Donc voilà, il y a 4 pages de plus. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler scène par scène. Une fois que j'ai le storyboard, qui est la partie qui me prend le plus de temps, donc c'est là que je posais aussi tous les dialogues, etc. Une fois que c'est bien propre, j'ai plus que le dessin, entre guillemets, à faire. Et là, c'est beaucoup plus mécanique, parce que du coup, je reprends vraiment mon storyboard quasiment à l'identique, mais je le dessine un peu mieux, au plus propre. Une fois que j'ai cette phase-là, j'attaque la couleur. Là, maintenant, pour le tome 3 de Spirit, j'ai tout fait sur Procreate. C'est un outil que j'adore, donc c'est-à-dire c'est sur l'iPad. Vraiment, je dessine sur l'écran, je peins sur l'écran, avec des super textures, des super effets de lumière que je n'ai pas forcément réussi à faire sur les 2 premiers tomes, parce que j'étais sur Photoshop.
Donc du coup, maintenant que je suis sur Procreate, en plus c'est un outil génial, c'est très nomade, donc tout est très rapide. J'ai vraiment trouvé une technique de couleur qui est assez rapide. Et puis je donne mes aplats, donc je pose mes aplats de couleurs, c'est-à-dire mes ambiances et tout ça, tout d'abord sur une scène. Donc chaque scène a une ambiance de couleur bien distincte des autres. Et une fois que j'ai posé mon ambiance, mais sans les ombres, sans les lumières, je fais coloriser mes pages par ma coloriste. Donc qui s'appelle Alexia, et donc Alexia me fait les aplats et ensuite elle me donne les pages et ensuite j'y pose toutes les ombres et toutes les lumières et vraiment toutes les textures et tout ça. Donc voilà, c'est un travail en duo et tout, mais en tout cas toutes les ambiances, vraiment les gammes de couleurs et puis les effets de lumière, tout vient de moi. C'est vraiment juste le côté aplat que me fait ma coloriste et puis voilà, mais ça me fait gagner un temps non négligeable, on va dire. Voilà. Alors ma phase préférée, je pense que c'est quand même le storyboard parce que c'est là que je détermine un petit peu aux petits oignons les expressions des personnages, les attitudes des personnages, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. C'est vraiment les relations de personnages, comment choisir l'attitude corporelle, l'expression de visage juste. Est-ce que je vais dessiner un gros plan des personnages vraiment pour marquer l'émotion, ou est-ce que je vais reculer la caméra et montrer les personnages dans des attitudes corporelles où je peux montrer au moins le buste ou voir le personnage en entier pour vraiment essayer d'être fidèle le plus possible à l'émotion que je veux restituer. Parce qu'en fait, moi, ma série, je la vois, comme je disais avant, comme un film, voire même comme un dessin animé. Et en fait, mes grosses influences, c'est justement les dessins animés Disney des années 90, comme Le Bossu Notre-Dame, Tarzan, Mulan, tout ça. Et dans ces Atlantide aussi, La Planète au Trésor, toute cette époque-là que j'ai adorée au niveau du dessin, j'essaye justement de la traduire dans mes bouquins et j'ai envie que le lectorat ait l'impression vraiment de voir un dessin animé quand il ouvre mes BD. D'où le fait que j'ai une narration qui est dite cinématographique. C'est très proche du cinéma, on est très proche justement d'un découpage, où on a vraiment l'impression que c'est des screen caps d'un film en fait. C'est vraiment mon intention en tout cas. J'ai toujours su que la série Spirit allait faire 4 tomes. J'ai toujours su aussi qu'il y allait avoir un tome flashback qui serait le tome 3, parce que c'est la structure qui reprend ma première série Clues en fait, que j'ai édité aux éditions Akios. Il y avait aussi 4 tomes avec un tome 3 flashback qui avait été plutôt bien reçu, donc je me suis dit c'est bon, moi je peux aussi prendre le risque ici, parce que c'est vrai qu'on va pas voir les personnages principaux de Yann et Nell beaucoup, et là je prends le risque de présenter des personnages vraiment très secondaires et d'essayer de leur donner vie sur un album c'est vraiment un challenge aussi. Donc ça c'est le côté fun. Ensuite j'ai toujours pensé ma série comme 4 tomes avec le 3e autour duquel tout le reste s'est brodé. Alors après, j'essaie de construire chacun de mes albums comme une sorte d'enquête. C'est pour ça que je parlais de polar fantastique. Donc en fait, si on regarde dans le tome 1, tome 2, tome 3, il y a toujours une espèce de petite enquête à résoudre. Dans le premier, c'est le meurtre du mentor de Yann, qui est Boris. Dans le deuxième, on continue cette enquête-là, justement, où on se retrouve dans l'université, dans les ruines de l'université d'Outsmouth, qui est l'université que l'on va retrouver dans le tome 3. Donc dans cette université, justement, on va aussi avoir une enquête liée au fantôme, justement avec un personnage qui se fait posséder par un fantôme, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, tous ces aspects polars un peu, c'est ce que j'écris en dernier. C'est-à-dire que moi, ce que j'écris en premier, c'est vraiment les évolutions de personnages. C'est-à-dire que je sais où vont mes personnages, comment je veux les faire évoluer, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils apprennent de la vie, en quelque sorte. Donc voilà, on a par exemple Nell qui est un peu revêche, sceptique et tout ça, et on va voir comment elle va s'adoucir au fur et à mesure. Yann aussi, qui est quelqu'un de très empathique, voire parfois trop empathique, qui va être trop dans l'incompréhension. Je veux dire, c'est le genre de mec qui pourrait devenir copain avec Ed Gein, quoi. Donc, qui est un serial killer. C'est typique ce genre de gars. Donc, il y a une limite, en fait, à avoir. Et du coup, j'ai envie de montrer aussi comment lui va poser ces limites-là dans sa vie, etc. Et voilà, toutes ces choses-là, en fait, je vois parfaitement aussi le grand antagoniste de l'histoire. Donc, Arthur Howell, le méchant de l'histoire. J'ai aussi envie qu'on voit comment il a évolué et comment il va évoluer ensuite. Donc, toutes ces choses-là sont très clairs dans ma tête. Je sais vraiment ce que je veux. Par contre, après, vraiment, il y a des éléments que j'écris entre guillemets à la dernière minute. Donc, vraiment, le côté fil rouge de l'histoire, je l'ai. Tout ce qui lie les 4 tomes. Mais après, tout ce qui va autour, tout ce qui se brode autour vient beaucoup plus tard.
Le truc que je préfère faire quand j'écris des personnages, c'est vraiment, j'ai envie que les gens les comprennent. J'ai pas forcément envie que les gens les aiment, j'ai pas forcément envie, enfin j'ai envie qu'ils s'attachent à eux, quelles que soient les choses qu'ils font dans leur vie en fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on trouve toujours quelque chose d'attachant dans un personnage, même si c'est une grosse enflure, quoi. Je trouve ça très intéressant. Et justement, en montrant l'évolution d'un personnage, c'est comme ça qu'on peut justement jouer avec le lectorat, avec comment son ressenti par rapport à un personnage. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant. C'est vraiment bosser la psychologie des personnages et de voir comment je peux amener le lectorat dans ce personnage, de se dire « Ah ouais, mais je le comprends » ou « Je la comprends » et ensuite être un peu... Enfin, il y a le personnage de l'antagoniste, typiquement Arthur Arrouet. Dans le tome 3, on va voir qu'il a un côté assez attachant, mais j'ai aussi envie que le lectorat se sente mal à l'aise de le trouver attachant. C'est-à-dire qu'il y a un moment vraiment où on se dit ah oui, il est chou, je le comprends, et en même temps après on est vraiment en mode ah mais non, non. Et j'adore jouer avec ça. Tome 3 est construit en quelque sorte comme une sorte de one-shot. Donc il pourrait se lire plus ou moins sans avoir lu le tome 1 et le tome 2. Il faudrait quand même connaître un petit peu l'univers, mais je pense que c'est possible vraiment de le lire à part. Alors, évidemment qu'on retrouve des personnages qu'on voit dans le tome 1 et le tome 2. Voilà, il faut être au courant que ça se passe dans un univers où il y a des fantômes. Mais j'ai essayé le plus possible de le construire effectivement comme un one-shot qui peut se lire tout seul, sans avoir besoin d'avoir en tête le tome 1 et le tome 2 en quelque sorte. Le tome 3 de Spirit aussi va aussi beaucoup se concentrer sur le thème de l'amour aussi, autant du deuil et de l'amour. C'est pour ça que voilà... la catchphrase, c'est quand l'amour et la mort s'entremêlent. C'est la catchphrase du 3e tome. Ça marche assez bien, je trouve. Parce que c'est vraiment ça. En fait, on a le cœur de l'histoire est une histoire d'amour, même un trio amoureux, en fait, un triangle amoureux. Et surtout, on a une relation entre deux femmes. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est ce qui était rigolo avec la construction du tome 3, quand j'ai commencé à l'écrire. Donc, j'avais un personnage féminin qui avait une relation amoureuse avec un autre personnage. Et dans les premières moutures, en fait, c'était un personnage masculin. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire pour de vrai, ça marchait pas. J'arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y a un truc qui est assez rigolo quand j'écris des histoires, c'est que mes personnages vraiment m'habitent. Et des fois, j'ai vraiment l'impression quand j'écris que les personnages écrivent à ma place. En fait, ils vivent à ma place. Et en fait, c'est comme s'ils me donnaient des ordres. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais ils vont s'écrire tout seuls. Donc je vais vraiment un peu comme les incarner, et en fait il y a des choses où je vais commencer à écrire et c'est comme s'ils me disaient non mais c'est pas moi ça, c'est pas moi. Et donc quand j'ai commencé à écrire la première mouture du tome 3, donc c'était un personnage masculin, c'était fade, il se passait rien, c'était pas intéressant. Et en fait d'un coup il y a un personnage qui m'est apparu, donc un personnage féminin, et là tout s'est écrit tout seul. C'était absolument magique, le personnage est apparu, vraiment il est tombé du ciel, le design tout de suite, je l'ai eu tout de suite, j'ai fait 2-3 croquis. C'était ça, je l'avais tout de suite. Le nom est apparu très vite aussi. C'était quelque chose qui était arrivé avec le personnage de Yann aussi. Yann aussi, c'est un personnage, je les appelle les personnages tombés du ciel. C'est vraiment, ils arrivent comme ça, ils sont tout prêts, tout cuits. Alors, j'ai quasiment rien à faire. Vraiment, ils s'écrivent tout seuls. Et je pense que dans le tome 3, ça se sent que c'est un personnage c'est le personnage de Lucas. Je pense que ça va se sentir que c'est un personnage qui a vraiment, qui a beaucoup de caractère et qui a beaucoup de présence, beaucoup de personnalité. Et j'ai l'impression que en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. C'est vraiment, le personnage il est là, puis j'ai rien eu à faire. C'est très drôle. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Voilà. Quand on voit à la fin du tome 2, on rencontre le personnage d'Anya Angelstern, en fait, donc la blonde qu'on voit, qui est le personnage principal dans le tome 3. Et en fait, on voit qu'elle a un fantôme qui est près d'elle. Je vais pas en dire plus, mais elle a un fantôme qui est près d'elle. Et elle dit, c'est le fantôme de Lucia qui est toujours avec moi. Et en fait, voilà, c'est ça. Et donc, on le voit, on sait déjà qu'il y a ce fantôme qui l'accompagne. Et dans le tome 3, j'explique d'où vient ce fantôme qui l'accompagne. Voilà, et c'était vraiment de nouveau le cœur de l'histoire que j'avais trop hâte de raconter. Vraiment, j'étais en mode, voilà, quand la couverture est assez
Assez parlante aussi. Assez parlante, la couverture plus la catchphrase, enfin, tu vois, c'est sur... Ah, du coup, la couverture du tome 3, c'est ma préférée. C'est la préférée. J'ai vraiment eu un plaisir fou à la dessiner. J'avais vraiment envie de channel, en quelque sorte, tout ce que j'adore des romans du 19e siècle, du style Léo Durlevent, Jane Eyre. D'ailleurs, une petite référence à Jane Eyre dans l'album. C'était vraiment ce côté gothico-romantique, Dark Academia aussi. J'avais vachement envie de l'amener dans le tome 3, ça se passe dans une école, j'ai toujours voulu faire une histoire qui se passe dans une école, genre victorienne, genre de vieille école un peu dans la brume. Vraiment, c'est le genre de bouquin qu'on a envie de lire, je pense, au coin du feu, avec un plaid, un petit thé ou un petit chocolat chaud avec un petit chapeau pelotonné sur les genoux. C'est vraiment ce que j'ai envie de donner comme feeling. Enfin, c'est un peu du cosy gothique romantique, en fait, ce tome 3. C'est vraiment comme ça que je le décrirais. Voilà. En fait, ce qui est marrant quand j'écris des albums, c'est que moi, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de lire, tu vois. C'est pour ça que j'écris mes bouquins. C'est que j'ai envie de lire ces histoires-là. Voilà, parce que je les trouve pas ailleurs, donc je me dis j'ai qu'à les écrire, quoi. Donc j'écris les histoires que j'ai envie de lire, et il y a toujours une partie de moi qui me dit mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui a envie de lire cette histoire, tu vois. Et voilà, et en fait en gros je mélange tout ce que j'aime. C'est vraiment un melting pot. Spirit, c'est un melting pot de tout ce que j'adore, tu vois. Et forcément un des trucs que j'adore, c'est tout ce qui est gothique, romantique, Jane Eyre, les Léo Durlevent, les sœurs Brontë, les landes battues par le vent, la brume, avec tu sais des esprits, des fantômes qui se promènent un peu partout, cette ambiance un peu fantastique, puis bon, forcément le spiritisme qui vient, en plus c'est vraiment pile l'époque où t'as les tables tournantes, les ectoplasmes sur les photos, les planches Ouija et tout ça. Moi j'adore jouer avec cette esthétique, ce côté très Crimson Peak, parce que j'aime beaucoup l'univers de Guillermo del Toro, voilà, donc ça c'était une grosse rêve pour moi aussi, justement. Crimson Peak au niveau visuel, il y a pas mal de choses que j'ai pioché dedans. Donc voilà. Enfin, ça fait plus de 10 ans en fait que c'est dans ma tête. Hein. J'ai commencé à avoir les premières idées à la base, Spirit, c'était censé être une histoire d'université de chasseurs de fantômes. C'était ça. C'était genre, oh, j'ai envie de faire un truc dans une école avec des étudiants qui étudient les fantômes et en fait pour devenir des naturalistes de fantômes. C'était ça la première idée. Là, en fait, tout de suite, on était déjà dans du Dark Academia, on était tout de suite dans un truc d'école, tu vois. Et avec justement un professeur qui était très ténébreux, tu vois, genre une espèce de professeur rogue, un peu comme dans Harry Potter, tu vois. Et finalement, c'est devenu Harroway, etc. Donc en fait, c'est vraiment parti de là. Et je savais que j'avais trop envie de faire un truc, tu vois, dans une école et de faire. C'est vraiment des univers que j'adore, quoi. Voilà. Même au niveau du dessin, je trouve que j'ai level up aussi par rapport au premier et au deuxième. Après, peut-être que c'est pas hyper flagrant, mais j'ai l'impression dans les attitudes, c'est moins cartoon. Les personnages il y a une plus grosse maturité. Je trouve que ça fait moins jeunesse. En fait, le souci de la série, c'est que on sait pas trop. J'en ai beaucoup parlé avec les libraires. En fait, ils savaient pas trop où le placer. Parce que, avec la couverture du premier tome, on a l'impression que c'est très jeunesse. Le premier tome a quand même un côté très fun, très jeunesse, très Ghostbusters, Retour vers le futur, Indiana Jones et tout ça. Et en fait, plus on avance dans la série, plus on touche à des thèmes plus profonds, plus sombres, notamment le thème de base de la série qui est le deuil sous toutes ses formes. Parce que moi, ce que j'ai eu envie de parler, un des trucs qui était très important pour moi, c'est que, ok, t'as le deuil de quelqu'un qui meurt, mais t'as aussi le deuil t'arrives pas à laisser partir quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, typiquement dans le tome 3, ça parle beaucoup de ça, du fait que, voilà, quand on est amoureux, mais que l'autre disparaît ou ne veut pas de vous, ou autre, typiquement Eisenstein se retrouve dans la situation, bon, ça c'est du spoil donc ça sera pas je te dis ça à toi, tu vois, mais typiquement elle a le fantôme dans la jambe, tu as le fantôme de Lucia dans la jambe, et en fait les fantômes dans mon univers ils souffrent en fait quand ils peuvent pas se dissiper, ça fait partie de mon lore, les fantômes ils existent, leur but ultime c'est de pouvoir se dissiper. Ils sont pas censés rester là. Il y a des choses qui les retiennent. Des fois, c'est justement des obsessions, des choses comme ça. Des fois, c'est même purement physique, genre des matériaux, hein, un certain type de rocher qui fait qu'un certain type de métal qui fait qu'il reste à certains endroits. Mais en fait, à la base, les fantômes, ils veulent se dissiper. Et donc, ça veut dire que le fantôme dans la jambe, il veut partir. En fait, Lucia, elle veut partir. Mais en fait, c'est pour ça qu'elle aurait très bien pu casser le verre et puis la faire partir. Mais elle n'arrive pas à la lâcher. Elle en est red dingue, quoi. Mais j'adore ça, c'est trop bien ce genre de thème. C'est horrible. Mais c'est des thèmes que je trouve vachement intéressants, tu vois. Et en fait, les fantômes, c'est un prétexte absolument génial pour pouvoir parler du deuil, mais sous toutes ses formes. Voilà.
que ce soit le deuil d'une relation amoureuse, que ce soit le deuil d'une amitié, que ce soit le deuil de quelqu'un qui est mort. Vraiment, c'est une métaphore et un symbole de tout ça, en fait. En fait, c'est ça le côté que j'aime beaucoup dans que j'ai vraiment adoré développer dans cette série, c'est ce côté très, finalement, assez mature, quoi. Tu vois, tu peux vraiment parler de thèmes très profonds à travers un thème qui peut être aussi traité de manière très fun. Et en fait, j'ai vraiment voulu faire les deux avec les fantômes. Il y a vraiment un côté un peu fun avec le côté, je suis un chasseur de fantômes, enfin, je les étudie, machin. Puis le personnage principal, il est un peu gauche, un peu nerd, tu vois, dans ces trucs. Donc, il y a ce côté un peu humour aussi avec le duo qui forme avec Nell. Mais en même temps, à côté de ça, les fantômes, c'est comme des personnes qui sont mortes. Et puis, donc, c'est pas négligeable, c'est quand même important, tu vois, enfin, c'est quand même des thèmes qui sont lourds. Et puis, il y a aussi un autre thème que j'ai voulu bosser avec les fantômes, c'est aussi de quoi ils sont faits. Ils sont faits d'énergie, mais cette énergie, c'est quoi? Elle est faite de quoi? Qu'est-ce qui se passe si cette énergie, on était capable de la canaliser? Qu'est-ce qu'on en ferait? Imagine que tu prends de l'énergie d'un fantôme, d'une personne qui est morte, et tu dis super, ça va être de la batterie pour faire une arme, par exemple, tu vois. C'est du lourd, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es quand même en train de dire, je prends l'énergie d'une personne qui est décédée, qui en plus, les fantômes souffrent parce qu'ils doivent se dissiper. Et en fait, tu prends cette énergie, tu l'utilises pour faire une arme. Ça pose un problème éthique terrible. Et c'est aussi, c'est ce que je vais développer dans le tome 4. Aussi, un truc qui était important pour moi dans la série Spirit, c'était d'avoir des personnages masculins et féminins assez particuliers. C'est-à-dire que quand on regarde le personnage de Yann, on est vraiment sur un personnage dont la qualité principale est l'empathie. Un personnage qui n'utilise jamais la violence, qui est toujours dans la compréhension et dans la compassion. Donc, comme je disais, presque un peu trop, en fait. Et ce que j'aimais beaucoup avec le personnage de Yann, donc le personnage principal du tome 1 et du tome 2 de Spirit, c'est qu'il est, comme il est très empathique, en fait, on est vraiment dans l'anti-masculinité toxique. On est vraiment dans un personnage qui n'utilise pas de flingue. J'ai vraiment veillé à ça. Par exemple, dans le tome 1, il y a des scènes de bagarre, il y a des scènes un petit peu violentes, tout ça. Mais à aucun moment, il va utiliser une arme pour se défendre. À un moment, il va se défendre, il va utiliser le flash d'un appareil photo. Donc, c'est pour montrer justement que tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé. Donc, j'ai toujours dans la tête, Yann, il est comme ça. Jamais il utiliserait la violence pour essayer de régler une situation. Donc, pour moi, les personnages masculins, c'était important d'avoir ça. Ensuite, on a Haruhi qui est un antagoniste. Et moi, c'était important de pas avoir un personnage tout noir, quoi. Enfin, je veux dire, moi, les antagonistes, qui veulent dominer le monde et ils veulent le pouvoir, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des personnages torturés, tourmentés, passionnés par quelque chose qu'on pourrait presque comprendre, en fait. Donc, ça c'était vraiment mon but avec Haruhi, donc l'antagoniste de l'histoire. Et ensuite, on a énormément de personnages féminins dans la série Spirit. Et ce qui était important pour moi, c'est que les personnages féminins étaient très distincts les uns des autres. Donc on a une femme noire qui est pilote, on a Nell qui est une espèce de petite lasagne comme ça qui marche avec des cheveux noirs. Enfin, j'ai une petite toute maigre, elle est un peu flappy comme ça, un côté un peu flappy. On a Eisenstern qui est une nana toute douce, qui a des gros cheveux, qui est toute douce, toute dans vraiment dans la timidité, la douceur, et en même temps c'est une femme très intelligente. On a Madame Gluckman qui est une espèce de petite vieille qui travaille dans un bureau. Enfin voilà, en fait c'était important pour moi d'avoir une galerie de personnages féminins très diverses, très variés. Et puis qui ont toute une vie en fait. C'est pas juste des personnages, c'est pas des potiches en fait. Même j'ai une star de cinéma qui est très belle, etc. Mais elle aussi, elle a un passé, elle aussi, elle a des ambitions, elle aussi, elle a des buts dans sa vie. Et tout ça, c'était important pour moi. Je voulais vraiment que les personnages féminins, ils aient vraiment une vie propre, ils vivent d'eux-mêmes et pas à travers d'autres personnages, et encore moins à travers les personnages masculins de l'histoire.